Bonjour Astrid Aimé. Bonjour Nikita, merci pour l'opportunité que tu m'offres de venir. Ça fait un moment qu'on était censé se voir déjà, mais Avec plaisir. Tu as sorti un livre qui s'appelle Repères. ouais. On va parler un petit peu de ce livre, de ton parcours et de ta vision du monde. Il y a l'envie de dire des choses, de les raconter, comme beaucoup de gens le font dans la vie de tous les jours. Il y a aussi une manière et une volonté d'immortaliser un peu nos pensées sur un livre, dans un livre. Comment ça s'est passé de ton côté et, d'où vient en fait déjà cette envie, cette nécessité? Comment ça se passe et qui es-tu? Je me définis comme un auteur franco-camerounais. Je dis pas franco parce que je suis plus que ça attaché à la nationalité française, mais la France m'habite quelque part. Ayant grandi au Cameroun et en France, donc je réponds en général franco-camerounais, donc je suis un auteur franco-camerounais. Et la passion de l'écriture a toujours été en moi. J'ai baigné dans le rap. J'ai écouté beaucoup de rappeurs. Et même s'il y avait ce truc où les professeurs aimaient rendre ma copie en rédaction à la fin, histoire de dire aux élèves que voilà ce qu'il fallait faire, il y a une grosse influence rap. Donc voilà un peu. Mais effectivement, comme tu dis, il y a ce phénomène, ce problème, cette problématique de vouloir devenir immortel quelque part. Transférer ou transmettre son histoire aux générations d'après, si j'ai des enfants ou pas. Peu importe, mais je sais que mon livre résonne déjà dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Ça, c'est aussi la magie de l'écriture. J'ai grandi au Cameroun. J'arrive en France à l'âge de 13 ans. C'est assez compliqué, étant issu de deux ethnies différentes. Il y a le fait d'être tiraillé entre mon père et ma mère, qui sont de deux ethnies opposées. Et très vite, j'arrive en France, mais comme j'ai dit souvent, je rêvais de ce que la France a de plus grand. Et je suis arrivé dans ce qu'elle a de plus petit. Donc très vite, je m'installe à la cité. Je découvre un nouveau monde. Je découvre les Arabes. Je découvre les Antillais. Je découvre les Turcs. Je découvre les Kurdes. Je découvre des choses que je voyais pour moi, c'était existait uniquement à la télé, tu vois. C'est la cité, l'entraide, la solidarité. Il y a beaucoup de valeurs, mais beaucoup de violence aussi. Beaucoup de violence dans le sens où, en fait, comme si tout le monde avait une colère enfouie qui n'attend plus que, tu vois, comme si la moindre étincelle peut faire s'embraser le quartier, quoi. Il y a un rapport de force entre nous, à la cité. C'est un truc c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un rapport de force entre nous. On va être très potes, très proches. On va se dire des vérités, mais on peut aussi vite en arriver aux mains, tu vois. Pourtant, on s'aime. C'est ce qui est assez paradoxal. Ton parcours là, il me fait rappeler une phrase de Youssoupha qui dit je suis un blédard devenu banlieusard. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est en tant que blédard, comment est-ce que tu rencontres la banlieue et est-ce que c'est une autre façon de grandir en banlieue en tant que Français qui est né en France? En tant que blédard, t'es confronté à beaucoup de nouvelles choses. En fait, c'est des choses que tu concevais pas, que tu n'imaginais pas. Je me souviens, je parle souvent de l'anecdote où, quand je me lève pour répondre aux questions en classe, je parle du collège Robespierre, qui était d'ailleurs un des plus malfamés de France. Je sais pas comment il est classé aujourd'hui. À un moment, je me lève pour répondre à la question, parce que la prof m'a posé la question. Enfin, elle pose la question à la classe, moi je lève la main et pour répondre, je me lève. Et là, t'as toute la classe qui pète de rire, tu vois. Ils disent, ah, le blédard, c'est un blédard et tout. Et moi, je demande à mon pote, mais ça veut dire quoi un blédard? Donc ouais, tu découvres des nouveaux codes. Il y a encore ces valeurs de respect. En Afrique, ou en tout cas, je sais qu'au Cameroun, l'enfant n'est pas roi. Je sais pas comment ça évolue, mais moi, à l'époque, l'enfant n'était pas roi. Quand un adulte rentre dans la salle de classe, on se lève. Quand tu réponds à une question du professeur, tu te lèves. Ça a été un peu un choc pour moi de voir toute cette nouvelle grande liberté qui m'était offerte, tu vois. En fait, l'horizon, il avait pas de limite. Mais en même temps, tu vois un horizon qui se présente à toi, et en même temps, à côté de ça, tu réalises que tu peux pas faire réellement ce que tu veux. Je sais pas comment on dit, je sais pas si tu vois le paradoxe. Dans le sens où, comme je dis, je rêvais de ce que la France a de plus grand, c'est-à-dire je rêvais de Paris, les Champs-Élysées. C'est ce qu'on nous vendait à la télé. Moi, je regardais, le plus grand cabaret du monde à la télé. Pour nous, ça c'était, on disait, waouh, la France, c'est les lumières et tout. Les paillettes, les photos, les trucs, les flashs, tu vois. Maintenant, on est à la cité, gros. On est à la cité, assis sur un banc, à parler jusqu'à ce que le soleil se couche. Après, chacun rentre chez soi. Après, le lendemain, on recommence les mêmes trucs. On joue au foot. On était
toujours en fait, du coup, toutes ces possibilités dont je parlais, elles sont réduites. En fait, t'as une illusion de liberté, t'as une illusion de possibilité, mais pour les atteindre, c'est archi compliqué, quoi. Je vais digresser, je vais parler un petit peu de moi, mais on a un petit peu un parcours similaire au sens où je suis arrivé aussi dans un quartier d'ailleurs, finalement. La question que j'aimerais te poser, c'est ce changement, même jusqu'aux odeurs, il est radical, quoi. Il y a des odeurs que je n'ai plus retrouvées, mais que j'ai en mémoire et que je sais que je les retrouverai peut-être quand j'irai dans mon pays d'origine, même jusqu'aux odeurs, quoi, jusqu'au regard, jusqu'à la pudeur, jusqu'à énormément de choses. En fait, c'est un nouveau monde. C'est comme si t'es programmé dans un jeu. C'est comme la PlayStation. Tu joues à Mario Bros et d'un côté on enlève et on remet Mario Bros dans FIFA 2000, bon, dans un autre jeu, quoi, et que tu découvres tout un autre univers. Tu vois, c'est intéressant que tu parles des odeurs. Dans mon livre, à un moment, je parle de la pluie. Il y a une page où je parle de la pluie. J'ai plus jamais vu, ni entendu, ni senti de pluie comme au bled, tu vois. C'est un truc que je retrouve en allant au Cameroun. Mais depuis que je suis arrivé en France, j'ai jamais, que ce soit, bon, déjà, on vit dans un bâtiment, tu vois, quand j'arrive à la cité, on est dans un bâtiment, t'as pas la sensation de la pluie qui tape sur la toiture de la maison. Parce que c'est un bruit qui berce. C'est un bruit ça fait un bruit, hein, mais ça te calme. Je sais pas comment t'expliquer. Et quand tu vas dehors, les gouttes, c'est des grosses gouttes, il pleut, tu sens vraiment qu'il y a de l'eau, tu sens la sensation de l'eau qui tombe, tu vois. Et après, une fois que la pluie a cessé de tomber, il y a une odeur, je te jure, je n'ai jamais senti en France. Je sais pas comment te décrire ça. Je sais pas si c'est la poussière ou c'est la terre qui s'imbibe d'eau. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai jamais, en France, quand je suis dans ma cité, quand il pleut, je vais dehors, je vois que le sol est mouillé, le bitume est mouillé et tout. Il a plu, on sait même pas qu'il a plu, on voit juste de l'eau dehors, voilà. Ça, c'est un des trucs qui m'a marqué. Et puis même les pieds, tu vois. Le pied, les pieds qui touchent le sol, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Et puis, il y a aussi un autre truc, le gris. La couleur grise. Tu vois, j'ai jamais vu autant de gris dans un pays, tu vois. Les bâtiments sont gris. Ce côté métallique, j'avais limite l'impression que c'est des vaisseaux. En fait, t'es dans des vaisseaux, il y a des vaisseaux spatiaux, c'est un truc extraterrestre. C'est quoi le truc, tu vois? Je me suis dit, mais c'est quoi? Et tout de suite, ça a créé chez moi un sentiment j'ai pas trop envie de me mélanger. Parce que, en fait, au Cameroun, si tu veux, j'avais déjà baigné dans plusieurs mondes. J'avais vu des familles différentes, des tantes, des oncles et tout. J'avais vu plusieurs mondes déjà. Mais l'environnement changeait pas aussi radicalement, tu vois. Quand tu vois des bâtiments gris, tu te dis, mais que du métal, tout brille en mode métal, il y a du gris sur le sol, les bâtiments sont gris, les gens sont froids. Même si, effectivement, je dis dans le livre que un des trucs qui m'a marqué, qui m'a tout de suite frappé, c'est les routes. Quand je quitte l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour arriver à Goussainville, avec mon beau-père, ma mère, et ma sœur et mon frère, quand on roule, je me dis, j'ai jamais roulé en voiture, et genre la voiture, elle est la sensation de, tu vois, t'avances, il y a pas de, parce qu'au bled c'est tu vois, tu rentres dans les routes sont, moi cette sensation là de rouler, tu vois, c'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais moi c'est des choses qui m'ont marqué, tu vois. Voilà un peu ce que je peux dire. Après c'est vrai qu'il y a l'accès à la nourriture. Ouais. T'as les glaces, les Solero, les batailles d'eau. Moi j'ai grandi dans ça, tu vois, les Solero, les Mister Freeze, tous ces trucs là, tu vois. Je me souviens, je suis parti l'une des premières fois où on est arrivé en Belgique. Mon père il m'a emmené dans un supermarché et j'ai vu le goût des yaourts. J'ai vu que il n'y avait pas que goût nature, en fait, qu'il y avait goût fraise, goût citron. Et j'ai l'impression que je tombais dans un paradis. Je me disais, mais papa, merci de m'avoir emmené en Belgique. Je ne savais pas que ça existait. Est-ce que toi, tu as eu des moments où aussi tu te disais, purée, c'est Charlie et la chocolaterie, au sens où je suis dans un monde féerique. Tu sais, l'anecdote que je viens de raconter par rapport au yaourt, ça me fait penser à la première fois que j'ai mangé une pizza. Parce que je dis souvent que pour moi, les pizzas, c'était Tortue Ninja. Pour moi, ça n'existait pas. J'avais pas accès aux pizzas. On voyait ça dans les dessins animés. Mais le jour où mon beau-père commande des pizzas, je me dis, mais c'est quoi et tout? C'est quoi ce truc? Il y a du fromage, t'as des trucs. Pour moi, ça, c'était, tu vois, c'est des choses encore qui peuvent, comme je dis, ça paraît banal, mais moi, je me suis dit, je suis arrivé, ça y est, je suis au paradis, entre guillemets, tu vois. Ouais.
Tu réalises après que la vie, c'est pas enfin, c'est pas que des belles choses. Ouais. Ça se passe comment, ton adolescence, tu grandis comment? Est-ce que les histoires, parce que tu sais aujourd'hui le quartier, j'ai l'impression que même journalistiquement, on a souvent tendance à le réduire à des thématiques spécifiques, dont moi le premier, qui sont la vente de stupes, la délinquance, le rapport policier. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui reviennent souvent. C'est des réalités qui existent. Toi, est-ce que tu les retrouves frontalement? Est-ce que tu les retrouves et si tu les trouves pas frontalement, est-ce que ces thématiques arrivent tout doucement? Comment ça se passe? À quel âge? C'est quoi le truc? Il y a une émission en France qui s'appelle, j'oublie le nom, avec un monsieur qui fait des reportages sur la cité et tout ça. Toujours orienté de la même façon. Je regarde Bernard de la ville des Gardiens. de la ville quelque chose. Ouais. J'en avais entendu parler et je pensais que les gens en faisaient trop. Mais j'ai vu un des documentaires, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Genre, en fait, t'as l'impression que on s'adresse à une certaine partie de la population en parlant d'êtres humains, tu vois, comme si tu parlais de brebis, tu vois. J'ai trouvé que la cité ne parlait pas pour elle. J'en avais marre que les gens parlent pour la cité. Comment j'étais confronté à tout ça? Bah, mon premier fait D'armes. ma première opportunité ou occasion, on va dire, de mettre les pieds dans le bain, dans le sale, c'est les émeutes. Ziad Bouna, 2005-2006. Après, il y a eu le CPE, il y avait plein de trucs, tu vois. Qu'est-ce que tu avais envie de dire au monde? C'était quoi le message, en fait? Au moment des émeutes, Ouais. je voulais dire au monde qu'on existe et qu'on n'est pas juste des sauvages, mais tout en montrant un côté animal, tu vois. On brûlait des voitures, on courait, on cassait des trucs, chez des gens qui n'avaient pas forcément à voir avec tout ça, tu vois. Mais quand t'es jeune, tu réfléchis pas vraiment. Et puis tu suis le mouvement, tu vois. Tu suis tout le monde, on est tous pris dans un truc. Et puis ça nous excite, ça nous crée une activité où on peut sortir du cadre de football ou, tu vois. Donc là, on passe à un autre niveau, à d'autres activités. Après, il y a ce rapport à l'appât du gain, où le shit circule, la bœuf circule, la cocaïne. Je t'ai dit, il y avait des choses qui se passaient à Gousse. Il y avait des Ça mecs vendait des gousses. À Gousse. Je dis Gousse parce que ouais, Goussainville, on dit ouais. Quand on abrège, on dit Gousse. Gros, il y avait des choses qui se passaient. J'entendais des trucs tellement graves que parfois je me disais que en traînant avec telle ou telle personne, en serrant la main avec telle ou telle personne, je devenais affilié, tu vois. Je devenais complice de la personne. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Tu vois, des fois, quand je regarde tout ça avec du recul, je fais un parallèle entre Good Kid, Mad City et mon parcours, tu vois. Parce que j'avais des valeurs qui commençaient lentement à se vaporiser, tu vois. Non, à disparaître. J'étais en train de perdre qui j'étais dans le fond. Je commençais à m'adapter à mon nouvel environnement, tu vois. Jusqu'à t'oublier. Jusqu'à oublier qui je suis. Jusqu'à oublier qui je suis, clairement. Parce que quand on arrive à agresser des gens, parce que j'en ai agressé des gens, tu vois, avec ma bande. Ça se voit ta veste en cuir, frérot. Je sais pas si ça se voit, mais ouais, on a fait des trucs pas sympas, tu vois. La violence injustifiée, tu vois, que ce soit en groupe ou tout seul, les vendettas. J'ai une colère en fait quand je fais ça. Tu vois, je dis pas ça pour me justifier, mais c'est comme si quelque part j'ai voulu accepter la condition dans laquelle j'étais, une condition un peu animale. Tu acceptes et tu deviens l'animal qu'on veut que tu sois. Kerry James disait la génération qui fait honte à nos parents. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait un fossé entre les valeurs parentales, ta réalité? Est-ce que tu faisais partie de cette génération et est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec tes parents à ce moment même, au moment où tu disais, voilà, tu vivais ces réalités-là, comment ça se passait? Est-ce que tu as eu l'occasion de revenir là-dessus? Est-ce qu'ils te comprenaient aussi dans ta démarche? Pour répondre à ta question, il y a deux volets. Il y a une partie avec ma mère, parce que mon père était resté au pays, où j'ai senti que j'étais allé trop loin, tu vois. C'est que on était chez la juge pour enfants, et elle parlait en disant que j'étais une menace pour la société, nanani, nanana. Enfin, je dis nanani, nanana parce qu'à l'époque, j'étais pressé de sortir de là, tu vois. Et ma mère, elle était tellement, j'ai vu la déception sur le visage de ma mère. J'ai commencé ce processus. Parce que pour te remettre en question, il faut d'abord
faut qu'il y ait des prémices, tu vois. Faut qu'il y ait des choses d'abord au préalable. Le regard de ma mère sur moi, ça a été un début. Je veux pas dire que c'est à partir de là que j'ai compris, mais ça a été un début. Je me suis dit, attends, là, ta mère qui te reconnaît déjà plus, tu vois. Et puis, il y a eu mon père. Mon père, c'était autre chose. Parce que tu sais, quand un parent, il est loin de toi, tu peux être dans le fantasme. Tu le fantasmes un peu, Mmh. tu l'imagines. Parce que t'as fait longtemps que tu l'as pas vu, donc du coup, tu l'idéalises, tu vois. Mmh. Et du coup, en sachant que tu l'idéalises, tu te dis, qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi, de ce que je suis en train de faire maintenant, tu vois. Donc, il y a eu tout le passage au foyer. Tout de suite, je suis allé au Cameroun. Enfin, j'ai fait 1 an au foyer. Après, je suis allé au Cameroun. J'avais des questions que je posais à mon père. Il m'a dit, t'es trop jeune pour comprendre. On se reverra après. On va parler plus tard. Là, maintenant, j'avais 17 piges. Il me dit, t'es Mmh. trop jeune. T'es trop jeune. Et j'y suis retourné. J'y suis retourné en 2018. Donc 11 ans après. Parce que c'était 2007. Suite à l'élection de Macron. Il y a eu l'élection de Macron et j'ai compris que la France allait être dans une longue période d'obscurité, tu vois. J'avais toujours attendu d'avoir un déclic pour pouvoir écrire. Je suis pas allé dans la démarche d'écrire. Je me suis dit juste, j'ai besoin de savoir qui je suis pour pouvoir avancer dans le monde tel qu'il est en train de se présenter là avec l'élection de Macron, tu vois. Donc j'ai fait la démarche d'aller voir mon père après 11 ans. Et on a du mal à se reconnaître un peu au début parce que je suis barbu, je suis costaud. Il m'a vu, j'étais tout gringalé, j'étais Mmh. petit, tu vois. Et moi, je le vois plus comme un super-héros, je le vois comme un homme tel qu'il est, tu vois. Et dans nos échanges, je constate ses défauts. Je constate ses, je constate qu'il est humain, en fait, parce que moi, je le voyais comme un super-héros, mais je constate qu'il est humain, qu'il a des défauts comme tout le monde, qu'il a qu'il a une part d'ombre aussi, tu vois, qu'il a des fatigues morales, qu'il a un vécu, mais je vois qu'il est fier, tu vois. Mon père, il est fier il me dit, ouais, bon, faut qu'on passe là-bas, habille-toi comme ci, comme ça, il faut que les voisins me voient et tout. Je vois cette fierté, mais dans ma tête, je me dis, le mec, il est fier de moi. Je suis pas venu avec beaucoup d'oseille, tu vois, je suis pas venu avec une grosse voiture, je suis pas venu lui dire, bon, écoute, maintenant, ta maison où tu vis, Mmh. je vais te sortir de là, tu vas habiter dans une autre baraque, tu vois. Mmh. Je suis venu, moi, parce que j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de savoir mes origines, de comprendre d'où je venais pour pouvoir savoir où je vais, tu vois. Mais lui, il s'en foutait. Il m'a dit, Astrid, tu te rends compte, tu viens ici au pays, tu dors parce qu'il m'a dit, tu dors dans ma chambre. On dormait dans le même lit que je dormais quand j'étais petit, tu vois. Il me dit, tu dors dans ma chambre, t'aurais pu faire comme tous les autres qui viennent là, qui prennent des hôtels et tout. Tu viens dans notre taudis. Il dit, mais tu te rends pas compte ce que ça me fait. Il dit, tu te rends pas compte, il me parlait de bénédiction, il disait que c'était bien pour moi, que Mmh. Dieu et tout ça, tu vois. J'ai compris qu'en fait, mon père, il avait toujours été fier de moi parce que quand j'étais petit, quand je dessinais, je sais pas si je t'ai dit, à la base, je suis issu du dessin, pas de l'écriture. Mmh. Et je me suis vite détourné du dessin parce que mon père, c'était mon premier fan, en fait. C'est mon père qui me disait, il dessine trop bien, il parlait à ses collègues, mon fils, il dessine trop bien. Il me disait, tu dessines trop bien, c'est magnifique ce que tu fais, t'as dessiné, mon fils dessine Lucky Luke en commençant par les pieds, Mmh. tu vois. Mon fils il dessine Bruce Lee, mon fils il dessine, il voit quelqu'un, il dessine, tu vois. Tout ce côté-là m'encensait et me donnait envie de toujours faire plus, de vouloir lui plaire, tu vois. En étant coupé de lui, j'ai un peu renoncé au dessin, mais là en le retrouvant, j'ai vu qu'il y avait toujours ce côté émerveillé par moi, tu vois. Malgré le fait qu'il avait entendu, ouais, Astrid il a agressé des gens, Astrid il a fait ci, il a fait ça. Il m'a dit, si t'avais grandi avec moi, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer. Mais j'avais un peu eu l'idée comme quoi il voulait pas de nous et tout ça, mais il me dit non, non, il me dit, vous avez été arraché à moi. Tu découvres des valeurs africaines pour des valeurs occidentales, et puis tu découvres finalement la pensée occidentale. Moi personnellement, bah, je l'ai découverte. Il y a des choses que j'ai trouvé, beaucoup de choses qui sont intéressantes, les notions de liberté, etc., etc. Et ton avis, c'est quoi? T'as dit plein de choses, hein. Tu dis la pensée occidentale, puis t'avais parlé du fait que euh, les femmes ne font pas des hommes, entre guillemets, et ça, c'est quelque chose à l'heure actuelle qui serait très très difficilement audible en Occident. Euh, il y a beaucoup de mouvements, par exemple féministes, qui pourraient te dire que tu es un masculiniste noir. Bon, Je sais pas si j'y rajouterais le mot noir, mais en tout cas, tu serais ouais. un macho, masculiniste, etc., etc., et que c'est une posture très péjorative. Pour répondre à ça, tu sais, dans mon prochain ouvrage, les gens, il faut qu'ils se tiennent préparés. Mhm. Parce que je trouve que
la plus grande peur dans ce monde, la chose la plus effrayante, c'est un homme noir dans ce monde. Un homme noir, c'est ce qui fait le plus peur, c'est ce qui dérange. Ça peut créer des complexes, ça peut menacer physiquement. Un homme noir armé, et je parle pas d'armes, je parle d'armes intellectuelles ou d'armes spirituelles, tu vois. Un homme noir préparé, ça fait peur. Un homme noir intègre et sûr de lui, ça fait peur, tu vois. Comment ne pas créer d'homme noir, d'après toi? Comment faire en sorte que, à l'avenir, qu'il n'y ait plus d'hommes noirs, de valeurs, intègres, prêts à se défendre, prêts à prendre soin d'une famille? Comment on arrivait à ça? En laissant les mères les éduquer toutes seules. J'ai assez de choses. Je me désolidarise de ce que tu dis. Non, mais moi, j'assume. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume ce que je dis. Je trouve, et j'en parle dans mon prochain livre. Mon livre ne parle pas de ça, mais il y a un chapitre où je vais aborder En tout cas, ici, tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je te remercie pour cette, pour cette opportunité. Je prends juste de la distance. Courageux que je suis. Je trouve que la plus grande menace sur Terre, c'est un homme noir. Et pour ne pas créer d'homme noir, il faut que l'enfant noir n'ait pas de modèle. Il faut pas qu'il ait un modèle sur lequel il peut s'appuyer, sur lequel il faut pas qu'il ait un modèle qui va lui enseigner l'estime de soi, la confiance en soi, le savoir. Parce qu'on dit que le savoir est une arme. Mais si tu grandis avec ta mère qui est toute seule, qui doit travailler, qui doit faire ci ou ça, qui aussi dans sa vie, elle doit aussi avoir ses copains, elle doit aussi vivre, tu vois. Comment l'enfant va devenir un homme dans tout ça? Et je trouve, tu sais, je vais te raconter une anecdote. J'ai croisé une dame il y a pas longtemps. Elle expliquait que elle veut avoir un enfant. Absolument. Elle trouve pas d'homme, mais qu'elle va voir pour faire un truc PMA, je crois que c'est PMA. Oui, c'est Ok, je comprends. Je dis, mais comment tu vas faire quand l'enfant va te parler quand il va te demander qui est son père? Ouais, mais c'est pas grave, j'ai vu un psy, je suis préparé à ça. Tu vois, on revient toujours à la question. Pour moi, la question fondamentale, c'est est-ce que le plus important, c'est que toi, en tant que femme, tu aies un enfant parce que tu veux en avoir un et parce que tu es faite pour en avoir, ton corps te le réclame? Est-ce que la priorité, c'est que toi, tu fasses un enfant? Ou est-ce que la priorité, c'est qu'un enfant ait aussi un père et pas juste une personne qui le fasse, qui lui serve de vaisseau spatial, tu vois? Mais elle pourrait dire la même chose en disant, mais la famille monoparentale, combien de pères sont partis? Et donc, moi, j'avais pas prévu de faire un enfant seul. En tout cas, moi, dans ma réalité, connais beaucoup de pères qui sont partis. Ouais, mais le père, il part. Pourquoi? Il part parce que il fuit une situation ou il fuit l'enfant. Ah non, je pense pas, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être Ouais, qu'il Moi, j'ai grandi avec ma mère, par exemple. Là où je me retrouve totalement, c'est que, avec le recul aujourd'hui, je me dis, la présence paternelle, le fait de devenir homme, mais qui serait peut-être difficilement compréhensible dans la définition si on en parle dans le monde occidental. Je ne sais même pas définir ce qu'est devenir homme, mais culturellement, on m'a inculqué ce que c'est devenir homme, et je sais qu'il y a une absence, même si ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait, hein. Elle n'a jamais été contre, ni mon père, etc. Mais en tout cas, il y a eu je ressens ce manque. Tu vois, je pense que nos parents, c'était des bonhommes, hommes comme femmes. Je sais pas. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le mot bonhomme pour les femmes. Ils devraient trouver un truc. Moi, quand j'étais petit, je voyais mon père se lever le matin. Il faisait sa tasse de café, il se préparait, il se douchait, il prenait ses trucs. Il allait au taf, tu vois. Et je me dis souvent que ça, j'aurais aimé avoir la chance de le voir plus longtemps. Parce que je suis arrivé en France, je le voyais plus. J'avais pas ce truc de voir une figure masculine qui se lève, qui va au charbon, tu vois. J'ai été longtemps à la CAF. Ouais, j'étais longtemps à la CAF, j'ai bénéficié du RSA, tu vois. J'étais passif. Je dis pas que c'est de la faute de ma mère, je veux pas l'accabler. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois le côté guerrier de l'homme, ça doit venir de l'homme. Sinon, sinon, ce seraient les femmes qui prépareraient les hommes à la guerre. Mais c'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas que tu aies dans la Grèce antique ou même en Afrique, les guerriers n'étaient pas entraînés par des femmes. Et si on te répondrait oui, mais c'était une construction sociale, c'est qu'on avait assigné des rôles. Ça, c'est l'Occident. Ça, c'est la pensée occidentale. Eux, avec les Occidentaux, ils voient le monde d'une manière et il faut que toute la planète voit le monde comme ça. Mais non. Construction, nanani, nanana. Moi, je veux bien que les hommes puissent accoucher. Moi, il y a pas de fête.
mais ne viens pas m'imposer que c'est la vérité absolue et qu'il faut que je me plie à ça, tu vois. Quand mon père me l'a dit, ça a fait sens pour moi. Je me suis dit, effectivement, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé voir de mon père. Parce que mon père, c'était un bonhomme, tu vois. Je pense, en l'ayant étudié, que c'était un grand intellectuel d'une trempe d'un calibre comme, moi, je pense qu'il était à la hauteur d'un Césaire, tu vois. Mais il a été tellement pris dans ce truc il faut qu'il travaille, faut qu'il s'occupe de la famille, tu vois, il aurait pu juste écrire et se contenter de ça. Il avait jamais écrit, je sais qu'il a beaucoup lu, c'était un intellectuel, il voulait écrire, mais il travaillait, mon père. Il se levait le matin, c'était un travail qui lui plaisait quand même pas mal parce qu'il était, graphiste pour une société de coton. Il faisait des pagnes, il faisait des motifs dessus et tout. Il gérait tout un service, toute une équipe. Mais c'était un bonhomme. De se lever, aller faire ça, à avoir des collègues qui lui parlent mal et tout ça, des patrons qui étaient parfois occidentaux. Il m'en parle aujourd'hui, il me raconte des trucs qu'il a vécu, c'est n'importe quoi. Et je me dis, voir un homme qui se lève tous les matins pour aller affronter ça, c'est une dinguerie, tu vois, c'est une richesse de ouf parce que lui, il affronte quelque chose. Il y a un côté guerrier dans ça, tu vois. Parce que pour moi, guerrier, ça va pas forcément dire que tu vas aller terrasser un ennemi ou quoi, tu vois. Ce côté guerrier, ce côté chasseur, en fait. Il va pour acquérir des biens pour nous. J'ai vu ça, j'aurais voulu le voir plus longtemps. Ne pas être pendant des années un passif, assister à la CAF, tu vois. Après, j'aime pas trop ce terme d'assister, mais moi, j'étais à la CAF, tu vois. J'étais à la CAF, j'ai eu le RSA, j'ai eu l'APL à un moment, tu vois. Ça t'a aidé? Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et ouais. Non, on a besoin de figures masculines. Je suis pas contre le féminisme, mais je dis que le féminisme a beaucoup de travers. Il y a un génie féminin. Je suis pas pour le fait que les hommes noirs aient le monopole de tout. Mais il faut qu'on revienne à la question centrale. Je trouve qu'on est en train de s'éloigner de la question centrale qui est, quelle est la place de l'enfant dans tout ça? Quand une femme me dit, elle veut avoir un enfant et que pour elle, c'est pas grave qu'il n'ait pas de père, je me dis, en fait, t'es une égoïste. Tu fais pas un enfant pour le bien-être de l'enfant, tu fais un enfant pour ton bien à toi. Ça pourrait être la même chose à l'inverse. Il y a une étude aux États-Unis qui prouve que 80% des enfants, quand ils grandissent avec leur père, font des grandes études, ont un emploi. Je parle que des garçons, hein. Ils font des bonnes études, ils ont des emplois, ils ont des diplômes, etc. 80% des enfants qui grandissent avec leur père, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place du père, elle est ultra déterminante. Et à l'inverse, chez les filles, celles qui ont grandi, celles et ceux qui ont grandi avec leur mère, c'est ça? Plutôt, tu veux dire? Non, les filles qui grandissent sans père. Ok. Ah oui. Et même les garçons. Violeurs, criminels, addicts aux drogues, promiscuité, c'est-à-dire multiplier les partenaires et tout, tu vois, tomber enceinte en étant pré-ado, tous ces trucs-là. En fait, je trouve qu'on est en train de créer un chaos, tu vois. On est en train de créer un chaos qui est voulu, qui profite au capitalisme. Et c'est à ça que je m'attaque dans mon prochain livre. Je dis, il va être petit, mais il va être dense. Il va être costaud. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le précommander. Pour être un contre-exemple, notre famille, on a grandi avec notre mère. Ouais. Nous sommes les premiers diplômés de notre famille. On est 3 enfants. Et les 3 sont des hauts diplômes. L'éducation, elle s'est passée comment? Je te dis ça parce que chez nous, et je suis très fier aujourd'hui, on a une éducation très, très stricte. Je me souviens d'une fois, je sais plus ce que j'avais fait comme bêtise encore. Ma mère était au téléphone avec une amie. Elle disait, ouais, elle se plaignait, genre Astrid, il a encore fait ci, ça. Elle lui dit, faut le taper. Mais je ne peux pas le taper. Quand je le tape, sa peau est dure comme je sais pas quoi et tout. Ça ne lui fait plus rien. Là. C'est un peu pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis pas pour l'éducation. Je suis pour l'éducation à la dure, mais au sens strict du terme. Et pas au sens violent, tu vois. Ouais. Pas au sens. Je trouve que l'enfant doit craindre quelqu'un. Si ce n'est pas le père, c'est la mère, mais sans violence. Hein. Mais l'enfant doit se dire, attention, si je fais pas ça, si je fais ce que moi je veux et pas ce que mes parents m'ont demandé, papa va se fâcher. Et je veux pas que papa se fâche. Ou maman va se fâcher, tu vois. Pour moi, l'enfant, il doit avoir ça au moins d'un parent. Si c'est les deux, tant mieux. Tu vois. Mais l'enfant doit ressentir cette crainte de se dire, attends, je peux pas faire tout ce que je veux, tu vois. Sinon, après, tu fais quoi? C'est l'ouverture à tout et à n'importe quoi. Donc, moi, j'ai été battu, hein. J'étais battu, mais
quand t'es battu par méchanceté, parce que t'es enfant de l'autre, t'es l'enfant de, genre, j'étais battu par des cousines, des tantes. C'est des gens qui n'avaient pas vraiment de considération pour moi. Ça fait qu'il y a pas de sens au fait de punir ou les coups de bâton, comme tu dis, comme toi t'as pu vivre, tu vois. Mais, Après, moi, c'était pas systématique, hein. ouais, Je pense ouais. que nos réalités sont différentes. Ouais, non, non, moi j'ai subi des dingueries, mais j'associe ça aussi beaucoup à la colonisation parce que les gens d'avant, au Cameroun ou même dans plusieurs autres populations, ont subi des coups de fouet, tu vois. C'est culturel, un peu. Hmm. On a encore ce truc du coup de fouet, des sévices corporels. Et moi, j'ai grandi un peu dans ça. Et parce que j'ai grandi dans ça, je sais que je pourrais pas infliger ça à un enfant si j'en avais, tu vois. Parce que ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Quel est mon rapport à eux? Est-ce que j'ai gardé un bon souvenir de ces personnes? Est-ce que ça m'a appris quelque chose? Je pense pas, tu vois. Hmm. Moi, ma mère, où elle était très forte, c'est qu'elle avait pas besoin de me taper. Elle a vite compris que les coups, je m'en foutais de ça. Elle est Mhm. partie sur le côté psychologique. Et ça pouvait me faire beaucoup plus mal, tu vois. Quand ma mère, elle vient et tout, elle me regarde, elle me dit, tu me déçois. Tu vois. Mhm. Ça surtout quand t'es dans une démarche où t'as envie d'être encensé par tes parents. Quand ma mère me dit, tu me déçois, je me dis, waouh, tu vois. Ça peut te mener à une réflexion sans forcément passer par la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que on peut pas totalement valider l'éducation à la dure. On peut pas totalement non plus tout rejeter et dire que Bien non, sûr. l'enfant est roi, Hmm, hmm. l'éducation positive, maman est fâchée maintenant, tu comprends? Ça, pour moi, ça c'est, tous ces trucs-là, je trouve ça un peu, on fait des enfants rois et l'enfant roi, c'est pas une bonne chose. Là, tu t'avais dit quelque chose, ça me rappelle, et je viens un titre de Despo qui est vraiment bouleversant. C'est Les plus belles roses qui poussent Pousse dans dans la la merde. merde. Il est incroyable ce morceau, franchement. Et dedans, il dit un truc que tu viens de dire. Il dit, l'enfant n'est qu'un cabri qui peut suivre le troupeau jusqu'à sa perte. Quand on dit enfant battu, ça signifie que c'est le parent qui a gagné chaque affrontement déséquilibré haut la main, c'est gore. Et si les défaites dessinent les chemins vers la victoire, les matchs truqués dégoûtent du Du sport. sport. Incroyable. Ouais, je connais bien ce morceau, ouais. Il y a des rappeurs comme ça c'est là où je vois bizarrement, hein, c'est là où je vois la force d'un rappeur. C'est s'il arrive à me faire couler des larmes. Hmm. Il y a eu Mac Taylor, on a tous mal. Classique, là. On a Là, tu tous me mal. sors un classique. On a tous mal. Il m'a fait faire une introspection, il m'a fait verser des larmes. L'enfant seul d'Oxmo. Classique. Regretté de Rof, Hmm. tu vois. Hero de Africa de MC Solar. Despo, les plus belles roses poussent dans la merde. Incroyable. Quand j'écoutais, j'avais l'impression d'écouter mon histoire, tu vois. Hmm. Quand un enfant est battu, c'est qu'en fait, il a affronté un adulte et il a même pas réellement affronté parce qu'un affrontement, c'est des échanges, tu vois. Qu'est-ce que tu vas donner comme coup à un adulte? Qu'est-ce que ça va lui faire? Tes petits points de... Non, non, je suis passé par là et je sais que c'est pas quelque chose que j'aimerais reproduire. Hmm. Sur un enfant, en tout cas. Là, t'as balancé ton livre Repère qui est disponible en indépendant et t'en prépares un autre. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas t'arrêter là? Est-ce que la plume te titille jusqu'à en sortir un très bientôt? Comment ça se passe à Street? Il y en a un qui sort très bientôt, qui va être un sacré, comment je peux dire? C'est un livre qui va être à contre-courant. J'aurais pu après Repère m'orienter vers un roman ou essayer de gratter un Goncourt parce que il y a des gens qui ont lu mon livre qui m'ont dit que j'étais un Goncourt en puissance, tu vois, que j'avais largement le potentiel pour gagner des prix littéraires français. Sois humble, frérot. Non, je suis Camerounais, frère. Je suis Camerounais. Je connais des Camerounais humbles. Ils m'ont dit, ouais, tu peux avoir des Goncourt et tout ça. J'ai dit, mais peut-être pas pour maintenant. Surtout vu l'actualité de l'Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique actuellement, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment Tu vas parler de ça? pour envoyer celui-là. Pour parler de quoi? Il va parler de quoi le livre? Il va parler de l'Afrique, c'est ça? Le livre, tu vois, en fait, on a envie que je donne le titre en avant-première. Non, mais au moins, du moins, de quoi il parle et en quoi est-ce qu'il serait à contre-courant? Il est à contre-courant dans le sens où,
ma pensée n'est pas une pensée qui va dans le sens mondial de tout le monde pense comme ça et que tout le monde, ça c'est ça qui est bien et ça c'est, si tu penses comme si t'es du côté du mensonge, tu vois. Mondial ou occidental, excuse-moi. C'est quoi la différence? Bah, par Parce que exemple. l'Occident est en train d'avoir une certaine hégémonie au niveau de la pensée, tu vois. L'Occident se croit maître du monde. D'ailleurs, toutes ces conquêtes le démontrent un peu entre l'Angleterre qui a pris presque tous les pays du monde dans le Commonwealth, dont le Cameroun. La France s'est conquête aussi en Afrique avec la France-Afrique et tout ça. La pensée occidentale se croit au-dessus de même des pensées qui existaient avant elle, tu vois. La philosophie, que ce soit asiatique ou africaine, c'était là bien avant les pensées actuelles qui te disent qu'un homme peut accoucher, tu vois, et que un homme peut être enceint, je sais pas si on dit enceint ou enceinte d'ailleurs, et que c'est ça la norme, tu vois. Toi, c'est quelque chose que tu trouves qui te dérange? Qu'un homme puisse accoucher? Tu vois, le simple fait de me demander si c'est un truc qui me dérange, pour moi, c'est déjà une dinguerie. Tu vois, en fait, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement au niveau des idées dites progressistes, qu'est-ce qu'on appelle le progrès? Tu vois, quand tu prends un Pokémon, on va dire, tu prends Pikachu. Pikachu, il évolue. Il devient Raichu, tu vois. Il devient quelque chose de plus grand. Ou peut-être quelque chose même de plus fort. Tu progresses. Tu te développes. Tu passes du point A au point B, tu deviens quelque chose de plus grand. Évoluer aussi, c'est pareil. Mais quand tu dis qu'on progresse et que tu constates que dans la société, par exemple, les rappeurs n'écrivent plus ou ils écrivent moins. Ils se donnent moins la peine de faire des textes recherchés, des textes avec du sens, avec de la profondeur. Mais tu dis qu'on progresse. Quantitativement. Non. Je veux dire, dans les streams, dans l'hégémonie du rap. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire? Ouais. En chiffres. Il y a un aspect quantitatif. Voilà. Ouais, c'est ça. En chiffres, il y a un progrès. Ça, c'est clair. Peut-être que les gens streament plus ou je sais pas s'ils vendent plus. Mais dans l'art en lui-même, dans la discipline, c'est pas pareil, tu vois. Et si tu me dis que ça, c'est progresser, moi, je te dis non, les gens confondent en fait le changement et le fait de progresser. Changer, devenir quelque chose d'autre, ce n'est pas progresser. Quand tu dis progresser, toi, c'est une définition positive, c'est ça? Progresser, en fait, c'est aller vers le amélioratif, aller vers le meilleur, tu vois. Et j'ai pas l'impression qu'on va si tu dis que les hommes peuvent accoucher, c'est un changement, c'est pas un progrès. Parce qu'on va pas vers le meilleur. Est-ce que ce serait une bonne chose que les hommes accouchent? Bah, ça résoudrait à ton problème de quand une femme accouche, elle pense qu'à elle. Bah, aujourd'hui, il y a une égalité, un homme peut penser à lui et accoucher. Franchement, faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas prêt. Je suis pas là. Je suis pas prêt. Je te jure, je suis pas prêt. Waouh, non. Les hommes enceints et tout. J'étais fort, j'étais cash, je me fais toucher la lumière.